Les rencontres de la Villa des créateurs en partenariat avec Émergence. L'initiative des soirées en émergence est venue d'une rencontre entre moi-même et puis la Villa des créateurs, qui est un lieu dans Paris, proche de la place de Clichy. Donc la première soirée en émergence a eu lieu en physique et, confinement aidant, on a décidé avec la Villa d'organiser ces soirées à distance à un rythme non pas mensuel mais hebdomadaire. Je vais simplement te présenter en quelques mots, Céline, et puis tu compléteras. Alors les quelques mots qui me viennent, c'est TF1, alors dans une ordre chronologique. Ensuite, c'est Burnout. Ensuite, c'est Chaman. Et puis, je finirai la présentation très succincte avec deux mots qui sont Cabris, tu viens juste d'en parler, et entrepreneur. Donc, ça va te donner quelques éléments. De quoi me lancer? Voilà, de quoi te lancer. Alors, c'est l'inverse. Alors, moi, j'ai grandi donc... J'ai grandi dans un milieu défavorisé, mais j'ai fait des études en école de commerce. J'ai travaillé 15 ans dans la pub, dont 6 ans dans un grand média européen qui s'appelle TF1. Mais j'ai fait un burn-out bien avant TF1. J'ai fait un burn-out qui a quasiment 10 ans. Donc, ça m'a bien remis les pendules à l'heure. Et je suis devenue chaman, on en parlera plus tard, mais je suis devenue chaman parce que tous les ans, pendant 3 ans, à la même date, il m'est arrivé quelque chose. J'ai commencé un peu à me dire, je ne sais pas, un truc qui ne va pas. J'ai déménagé, donc j'ai quitté TF1 il y a 1 an. J'habitais Paris, je suis née à Paris, mes parents sont nés à Paris, donc on est vraiment des Parisiens depuis plusieurs générations. J'ai quitté TF1 il y a 1 an et je suis arrivée il y a 1 an ici dans la région, et plus précisément à Cabris, un tout petit village du sud de la France qui est un village qu'on appelle pittoresque sur un piton rocheux au-dessus de Grasse. Au-dessus de Cannes. Pourquoi Cabris? C'était le hasard total. Et il se trouve que Cabris, c'est l'ancien village de Saint-Exupéry, de Gide, de Camus. Donc, c'est un village hyper mignon. À chaque fois, vous verrez, je poste pas mal sur les réseaux sociaux la vue panoramique qu'on peut avoir du Var jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà. Déjà, merci à tous de prendre le temps, en tout cas, de venir m'écouter cette première, en tout cas, intervention sur l'animisme. Comme je disais, effectivement, c'est une intervention, enfin une conférence que je m'apprête à faire normalement sur un format un peu plus long, pas en 20 minutes, mais bon, on a 20 minutes. J'ai vraiment cuté, on ira à l'essentiel et de toute façon, vous avez la fin pour poser des questions. On fera cet échange. Et on va parler de quoi? On va parler d'animisme, effectivement. Qu'est-ce que c'est l'animisme? La définition. De chamanisme. Pourquoi le chamanisme et l'animisme? Mais aussi d'un cheval de Troie. Je vous dirai un peu plus tout à l'heure. On fera un tout petit état des lieux, parce que ça ne sert à rien de passer trop de temps là-dessus. On connaît l'état des lieux d'aujourd'hui. Et enfin, je répondrai à la question pourquoi l'animisme, en fait, peut sauver demain. Donc, l'animisme, c'est quoi? C'est une définition, en fait, qui vient du latin, qui veut dire animus. Et animus, c'est âme, souffle. Vous allez le retrouver, l'âme et le souffle, l'animus, dans plusieurs religions. Et l'animisme, en fait, veut quand chaque chose, que ce soit des animaux, des végétaux, des humains, des minéraux, même des objets, il y a une âme. Et en fait, cette âme, c'est bien plus que cela, avec un grand S, de toute vie, qui unit avec un lien invisible, qui rend n'importe quel habitant de cette planète sacré. Alors, il faut retenir 3 choses dans ce que je viens de dire. L'animisme, c'est l'âme, avec un lien invisible, et c'est sacré. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est une croyance, une philosophie, une religion? J'ai envie de dire que c'est un peu des 3. On dit surtout que c'est la religion primaire, la première des religions. Mais en fait, c'est surtout une façon d'être et d'être lié au monde. Alors, si on reprend les 3, si on reprend âme, alors on a tous des objets, des gris-gris, des fétiches dont on ne peut pas se séparer. Moi, j'ai plein de fétiches derrière. Vous voyez, il y a encore d'autres fétiches un peu particuliers, mais voilà, je ne parle pas des doudous des enfants, vraiment des pendentifs, des choses qui jouent un rôle. Nous parlons aussi nos plantes. Moi,
Josiane, là, juste là, aux animaux domestiques. Alors là, vous savez tous, moi j'ai un chien qui s'appelle Yoda, un border terrier. Donc, Yoda, du coup, on se demande qui est le maître, hein, ce chien et moi. Mais voilà. Donc, il y a une âme en toute chose. Alors, des exemples, vous allez avoir dans les objets le bâton de Moïse. En éléments, vous allez avoir le mont Fuji au Japon. Vous allez avoir le mont Sinaï aussi en Israël. En Inde, vous avez les vaches sacrées et bien d'autres. Donc là, on vient de voir l'âme, mais alors c'est aussi le lien. Alors souvenez-vous, je vous ai dit que nous sommes unis tous par un lien invisible. La rentrée, en fait, septembre 2019, je me mets dit en tête de faire un docu-série. D'ailleurs, coucou Valérie et Luc qui sont là, qui sont en train de monter une boîte de prod et qui nous soutiennent sur ce projet. Et un de mes amis chez TF1, pour pas le nommer, Santi, qui me dit, écoute, tu sais quoi, tu devras aller voir Matt Matters pour parler de ton projet, il fera de super bons conseils. Alors, vous connaissez pas Matt, mais vous connaissez en tout cas, en France, connaît l'émission qu'il produit, qui s'appelle Koh-Lanta. Et en fait, avec Matt, on se voit plusieurs fois, on décortique le sujet. Alors, en septembre, il n'était pas aussi abouti. Et un jour, en fait, elle me rappelle une anecdote incroyable que je vais vous donner, je vais vous partager. En fait, il a un de ses couples d'amis qui partent au même endroit, en Océanie. Elle part faire un reportage sur, je crois, les aborigènes d'Australie. Et lui, il part filmer la naissance des baleines, vraiment au large des côtes australiennes. Donc, ils partent au même moment, mais clairement pas pour faire le même document. Et une fois, en fait, qu'ils rentrent chez eux, à Paris, bon, débriefing de couple classique, et puis ils commencent à comparer leur expérience. Et ils se rendent compte qu'à chaque fois que du côté de la femme, elle atteignait le point culminant de la cérémonie avec les aborigènes, ça correspondait à la naissance des baleineaux, en tout point, en point de vue d'un temporalité. C'est ça, en fait, un lien invisible. Donc, en fait, on a vu l'âme, le lien, et maintenant le sacré. Alors, en fait, il y a, dans la cosmogonie religieuse, la cosmogonie, c'est un récit mythologique qui va décrire comment est né le monde. On le retrouve dans plusieurs mythes, on le retrouve dans plusieurs religions. Et surtout sous la même forme qui est un arbre de vie, un arbre sacré. Dans la Bible, vous connaissez, mais si vous n'êtes pas non plus très religieux ou croyant, il y a un arbre que vous avez déjà croisé, qui est sacré comme ça, dans un film fait par James Cameron qui s'appelle Avatar. Et en fait, c'est l'arbre Ewa. C'est vraiment vers la fin du film. C'est pas l'arbre où les Na'vi habitent, c'est vraiment l'arbre où ils ont perdu l'arbre maison et viennent voir Ewa, qui est un arbre sacré qui rassemble en fait toute la population. Donc en fait, vous comprenez qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme dans l'animisme. Il n'y a pas d'homme qui est représenté. Et cette source, alors moi que j'appelle source grand tout, elle est en toute chose et toute chose. Et donc, elle est dans un nombre infini de choses. Et en fait, on peut en conclure une chose, c'est que tout est un. Alors, quel est le lien entre animisme et chamanisme? Le chamanisme est une des pratiques de l'animisme. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais alors, du coup, c'est quoi un chaman? Parce que pas mal de fois, on pose la question. Si je devais décrire la job desk sur LinkedIn d'un chaman, comme je l'avais écrit sur Ouzbek Erika, c'est être choisi par les esprits. On ne peut pas demander à être chaman du vouloir. Généralement, en plus, les gens ne cherchent pas à l'être. C'est apprendre à maîtriser durant toute sa vie, en fait, ses guides, ses esprits, etc., qui vont devenir petit à petit des alliés. C'est porter et rapporter des messages par leur entremise. Alors, il y a une évolution aussi qui est envisageable. Dès qu'on atteint la ceinture noire, là, on peut intercéder directement auprès du fondateur, père créateur. C'est aussi réparer depuis le monde invisible, en fait, le monde des esprits, plusieurs mots, donc des cas de suicide, de possession, de poids, de malheur sur les lignées familiales, certains cas de maladies, guider les hommes. Donc, tout ça, j'ai déjà expérimenté. C'est 10 ans d'expérience qui sont requises. Une filiation ancestrale, c'est toujours un plus, familial, c'est recommandé. La mort ou la folie vous guette,
tout moment. Il n'y a aucune prime de risque, il n'y a pas de RTT dans le monde invisible, et c'est un job à vie. Et moi, j'ai signé pour ça, sans chercher à être chaman. Alors, on a vu chamanisme, on a vu l'animisme, et je vous ai dit qu'on allait voir aussi ce que c'était le cheval de Troie. En fait, le cheval de Troie, c'est ce que j'appelle, moi, la désacralisation. Alors, comment on en est arrivé à désacraliser ce qui est le plus sacré, c'est-à-dire aujourd'hui le vivant? Il y a un monsieur qui s'appelle Jean Clotte. Jean Clotte a découvert la grotte de Chauvet, une grotte en France qui a des arts rupestres qui datent de vraiment il y a très longtemps, plus de 12 000 ans. Et il a une thèse qui dit que l'art pariétal n'est pas de l'art pour de l'art, mais des anciens sites de rites chamaniques. Et en fait, il y a 2 ans, je pars, moi, au fin fond du désert d'Algérie, au Tassili Najer. Donc, Tassili Najer, pour vous situer l'Algérie, c'est à 20 bornes de la Libye, 20 bornes du Niger. C'est pas un endroit où on a vraiment envie de traîner, en fait. Mais bon, j'y suis allée pour le jour de l'an. Et en fait, j'étais dans un groupe d'amis, on était 15 personnes, et on devait chacun apporter sa contribution à ce groupe. Et bon, d'un commun accord, les gens savaient que j'étais chamane, on avait dit que j'allais donner une cérémonie. Alors, sans costume, sans tambour, je suis en Algérie, près de frontières un peu chaudes, donc je ne suis pas non plus une tête brûlée. Hein. Et donc, un soir, je demande au chef Touareg de nous arrêter à un endroit précis et de nous laisser là, en plein désert, et de revenir nous chercher dans 1 heure pétante plus tard. Et en fait, j'ai calé tout le monde contre une énorme paroi rocheuse. C'est pas un désert plein de dunes, il y a pas mal de dunes, mais c'est un désert très rocheux, très rocailleux, où il y a beaucoup d'air pariétal. Et il y avait donc, contre cette roche, il y avait une faille, une paroi, et qui donnait sur une entrée de caverne. Et avant de démarrer, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Mais t'as fait exprès de choisir l'endroit ?» J'ai envie de dire un peu oui. Et, mais j'avais pas surtout regardé ce qu'il y avait dans la grotte, et on m'appelle dans la grotte. Et je vois que tout le monde a pris son téléphone en mode lampe torche, on regarde tous. Et là, il y a un truc un peu extraordinaire. Il y a devant nous une peinture où il y a 13 petits bonhommes peints en noir, des hommes, avec une espèce de queue de renard. Vraiment, ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait retrouver en Égypte antique. Et est surmontée une petite bonne femme en blanc. Alors, on sait que c'est une bonne femme parce qu'elle a un petit triangle qui représente sa robe, avec un petit bâton. Alors, je ne sais pas si elle était en train de les fouetter ou, je ne sais pas, de leur donner la direction. Et au-dessus de cette petite bonne femme, vous avez un nuage avec 2 petites jambes qui descendent du nuage. On reste franchement super interloqué de cette scène. Et je demande aux gens de ne plus bouger. Je baisse mon téléphone et effectivement, un verre brisé, une patte de mouton, des libations. Les libations, c'est quand vous jetez des éléments aqueux comme de l'eau, du sang, etc. Et on est bien sur un site rituel. Donc, on est en 2019, en plein désert d'Algérie, et pourtant, on se trouve face à un site rituel qui date de 8 à 12 000 ans sur cette paroi. Alors, on revient un peu à nos hommes des cavernes, hein, à notre Jean Clotte. Un jour, cet homme des cavernes, il est sorti, il est devenu agriculteur, donc vous connaissez un peu l'histoire, puis il est devenu savant, et c'est là le point de rupture, c'est ça le cheval de Troie, en fait. C'est à ce moment-là que les penseurs, les philosophes et ce certain Descartes qui nous invitent à maîtriser la nature et on dit bienvenue au capitalisme et à la désacralisation. Alors, tout n'est pas perdu. Dans le monde aujourd'hui, il y aurait entre 300 et 370 millions d'animistes à travers le monde. Ça part du Japon avec le Shinto, la Corée, l'Asie septentrionale, où j'ai tout appris, et la Sibérie, la Mongolie, l'Océanie, le voodooïsme avec l'Afrique. Vous allez retrouver aussi du chamanisme qu'on va de l'animisme qui va s'appeler du totémisme en Amérique du Nord et tout ce qui est curandero en Amérique du Sud. En Europe, il reste en fait le peuple des Samis ou en Suède et quelques chamans en Corse qui s'appellent les Madzou. C'est bon, j'espère que j'ai perdu personne parce qu'il y a beaucoup de notions. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on imagine en fait tous ensemble ce que pourrait être demain, ou en tout cas un monde demain pleinement animiste. Et ce que je vous propose, c'est de passer d'une ère anthropocène, c'est une ère vraiment où l'homme est au-dessus de la pyramide, au-dessus de tout, à une ère, moi, ce que j'appelle l'isocène, donc une ère d'égalité où on reprend sa juste place, au milieu de tout, parce que tout est un.
Alors, rapide constat, hein, mais aujourd'hui, vous savez que la planète a atteint ses limites. Quelques chiffres. Les humains ne représentent que 0,01% de la vie sur Terre, mais nuisent à 99,99% restants. En 40 ans, vous avez 60% des espèces animales qui ont disparu. Alors, je ne suis pas là pour faire un procès, hein. Moi aussi, j'ai déjà jeté des piles à la poubelle. Mais cet été, vous avez vu comme moi qu'il y a eu pas mal de feux de forêt au Brésil, en Russie, en Australie. Saviez-vous, par exemple, qu'en 2019, il y a 12 millions d'hectares de forêt qui a été déforestée, pas brûlée, hein, déforestée. Et puisqu'on vit aujourd'hui avec le Covid, c'est quand même assez unique et vous commencez à comprendre que tout est lié, pour le meilleur et pour le pire. Alors pourquoi du coup l'animisme? Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi ça sauve demain? Alors je vous ai dit que c'était un état d'être au monde et en l'incarnant, cet état d'être, vous devenez en fait de facto un gardien de la Terre. Alors pour l'incarner au quotidien, je vous propose 5 alliances animistes qui, vous le verrez, sont plus qu'un code, on va dire, de conduite. C'est vraiment des solutions qui peuvent s'adapter à notre vie, à notre mode de vie contemporain. Alors, la première alliance, qui est la protéger le vivant. Alors, cette alliance, elle vous propose de protéger le vivant tant par des actions concrètes que spirituellement. Cette alliance va vous demander d'avoir une relation respectueuse à la vie et avoir une manière de vie harmonieuse. Vous allez vous engager à consommer de manière juste. Et en fait, cette première alliance animiste est une réponse écologique. Parce que l'animisme est un acteur de la protection des espèces et des écosystèmes. Par exemple, tout petit, parce que normalement je développe plus, mais les chamans, nous, quand on fait des cérémonies en pleine nature, on remet les mottes de terre après les cérémonies. En fait, aujourd'hui, je ne connais pas un vrai chaman qui ne soit pas écologiste, qui ne soit pas activiste. Alors, au quotidien, qu'est-ce que ça donne de protéger le vivant? Nos actions ayant une répercussion, je vous propose donc quotidiennement de remonter la chaîne de ce que vous consommez et de prendre conscience alors vous avez une empreinte carbone, mais de prendre conscience de votre action animiste en vous posant les bonnes questions. Avez-vous vraiment besoin de cet objet? D'où vient-il? Ce produit respecte-t-il le cycle de la vie? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire pousser? A-t-il fait mal au vivant au global? Le vivant est sacré. Si vous n'avez pas d'autre choix que de consommer, parce que parfois c'est obligatoire, je vous propose de reverser quelques euros à des organisations du type WWF, Survival Organization, Extinction Rebellion. Moi, je suis en train de monter animisme.org avec des actions derrière. Ou tout simplement, si vous êtes beaucoup plus spirituel, de prier les éléments de la nature et de lui demander pardon ou de lui demander la permission. La deuxième alliance, c'est la resacralisation. Alors, cette alliance, elle vous propose en fait de mettre ou de remettre du sacré en toute chose. Vous allez vous engager à considérer votre place comme égale à toutes celles du vivant et à honorer vos devoirs envers le vivant. Honorer vos devoirs. Donc en fait, cette alliance est un outil juridique. Pourquoi? Parce que si nous sommes tous égaux, pourquoi aurions-nous plus de droits en fait qu'un éléphant ou plus de droits qu'une rivière? L'animisme nous montre que nous avons plus d'ailleurs de devoirs que de droits envers la nature et le vivant. Et l'animisme nous montre que nos lois sont encore une fois anthropocentriques. Petit exemple, Valérie Cabane, juriste internationale, qui essaye de faire passer le message sur l'écocide. Autre exemple, le Gange a aujourd'hui une entité individuelle et juridique. Et c'est en train de faire son chemin. Cette alliance demande de faire un décentrage pour comprendre qu'en fait, toute chose est sur le même pied d'égalité. La seule chose est que il faut prêter votre voix
pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Donc, au quotidien, de la resacralisation, c'est quoi? C'est ça vous demande à chaque fois que vous consommez, est-ce que vous consommez du sacré de manière juste et avec raison. Quand vous serez en pleine nature aussi, je vous invite à traiter les montagnes comme des divinités, les rivières comme les veines de la terre et les forêts comme vos mers. Protéger le vivant, resacraliser. Et la troisième, c'est la concordance. Le principe de la concordance, c'est quoi? Ça demande d'être en adéquation et en cohérence avec le vivant qui est un lieu de guérison. En fait, vous vous engagez à respecter les savoirs ancestraux et de les utiliser surtout avec honnêteté et avec cohérence. Pourquoi? Alors, je vais vous dire, c'est une solution en fait cachée sanitaire. Alors il y avait Démocrite, qui est un philosophe grec, qui disait que tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Hasard et nécessité font qu'aujourd'hui, en fait, on a besoin de la nature et on sait que la nature se régénère et nous offre ses services. On sait que les médecines ancestrales sont très importantes. Il y en a certaines qui sont inscrites d'ailleurs de manière plus politique en Amérique du Sud. Donc au quotidien, cette alliance, en fait, elle va vous demander d'être en adéquation, en cohérence avec vous, le vivant et l'écosystème. Et pour être en cohérence, il va falloir choisir de soigner de manière naturelle quand c'est possible, de vous soigner aussi avec des produits qui ne font pas ce que j'appelle du biohacking ou de la biopiracy, c'est-à-dire des médicaments qui iraient s'approprier les savoirs ancestraux des peuples premiers sans remercier en chantier. C'est déjà arrivé, il y a quelques exemples aux États-Unis. Vous pouvez aussi participer à des projets. Moi, j'en ai deux, en tout cas, que je lance. Il y a MyRit, qui protège les savoirs ancestraux. Et il y a Beau, et ça, c'est un des mots-clés, Marc, que tu avais dit au tout début pour me présenter, qui est entrepreneur. Beau veut dire chaman en mongol. Et Beau est en train de s'inscrire dans un programme d'incubation entre Terralia et Innovagrass pour monter un laboratoire pharmaceutique et produire des produits à base de plantes médicinales. Donc on a vu la protection du vivant, la resacralisation, la cohérence, et la quatrième, et maintenant dernière, c'est l'interconnexion. L'interconnexion, en fait, cette alliance, elle va vous demander de vous interconnecter à l'imperceptible, à l'invisible. En fait, vous vous engagez à accepter qu'une source unique habite autre chose. Et bien, en fait, cette quatrième alliance est une alternative thérapeutique. Parce que la nature est un lieu d'enseignement, de guérison, unique en son genre. Et cette alliance, en fait, elle vous demande de vous immerger pleinement. Et c'est l'alliance, je pense, la plus expérientielle. Par exemple, au Japon, on recommande ce qu'on appelle les bains de forêt, la sylvothérapie. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, mais en Europe, ça existe par exemple depuis le 19e siècle. Alors, comment on peut expérimenter l'interconnexion imperceptible? C'est en prenant son temps, en contemplant, en pleine nature. Prendre son temps en pleine nature, prendre son temps avec les animaux. C'est de s'asseoir, alors quand on est chaman et qu'à un moment donné, on est en baisse d'énergie, nous, en Mongolie, on dit qu'on va se revivifier auprès d'un feu. Et c'est aussi mettre ses jambes dans l'eau vive d'une rivière, etc., etc. C'est d'une importance d'être connecté à la nature. Et la dernière alliance, en fait, c'est la conscience collective. Alors, cette alliance, elle va vous demander de vous unir. Et en fait, vous allez vous engager à, attention, vous décentrer individuellement. Parce que souvent, les gens demandent à être centrés. C'est assez éco-centré. Et là, je vais vous demander surtout de vous décentrer individuellement pour mieux vous recentrer collectivement. J'essaye de vous faire comprendre qu'il faut faire ce pas de côté et s'oublier un petit peu pour se réunir tous ensemble. En fait, aujourd'hui, il est nécessaire de développer une approche, en tout cas en duo. Et en fait, cette cinquième alliance est un nouvel angle de vue ou un nouveau point de vue scientifique. En fait, il faudrait arriver à, et pourtant je viens des sciences,
à étudier les choses en binôme, en duo, et plus du tout être dans cet aspect homo deus, comme en parle Noah Harari, cette espèce d'homme divin, homme-dieu, transhumaniste, etc. Exemple, Elon Musk qui est en train qui est un des cofondateurs de Neuralink, qui veut essayer de parler de cerveau à cerveau, etc. Il faut réapprendre à communiquer entre nous, entre humains et animaux, entre humains et végétaux, entre humains et éléments, etc. Et ça va passer par deux choses, qui ont l'air simples, et les choses les plus simples ne sont pas si simplistes. C'est l'ouverture d'esprit et de cœur universel, et c'est le respect des croyances, quelles qu'elles soient. Donc, si je résume, on a vu la protection du vivant, la resacralisation, la concordance, l'interconnexion et la conscience collective. Alors, l'animisme, c'est pas, on a défini ce que c'était, mais ce n'est pas une régression qui provient en fond d'une forêt primaire ou c'est pas un rituel sapiens vieux de 12 000 ans. C'est une vision du monde tel qu'il est réellement depuis toujours, en fait, mais c'est aussi une voie d'action. L'animisme, en fait, doit reprendre une place, à mon sens, dans le débat des sciences sociales, dans le débat des sciences religieuses, mais aussi, en tout cas, il y a de la cohérence pour un débat écologique, politique, scientifique, pour protéger, en fait, les précieux et fragiles écosystèmes. Donc, à la lumière de tout ça et de ces 5 alliances, là, que vous voyez, merci pour le slide, en fait, nous pouvons désormais démontrer que des solutions plus honnêtes, plus durables et plus collectives existent. Et pour cela, l'animisme va vous demander de consommer de manière juste, d'agir, de vous décentrer pour vous unir, de faire vos devoirs, de réapprendre à communiquer, d'expérimenter et d'avoir une ouverture d'esprit et de cœur universel. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a aucun individu, aucune espèce, aucun groupe qui n'est un isoloir qui enfermerait le sens du mystère de la vie pour lui-même. Si les peuples autochtones, en tout cas, sont gardiens de la planète aujourd'hui, alors nous sommes tous autant qu'eux. Et je finirai en fait par ces 3 petites phrases. Je suis ce que nous sommes, et puisque nous sommes, je suis. Et nous ne sommes pas les parties d'un tout, mais les porteurs du tout. Nous sommes tous gardiens parce que tout est un. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, eh ben, c'est parti. Merci beaucoup, Céline. C'était bref et dense à la fois, je trouve. Oui, en tout cas, moi, il y a pas mal de questions qui me viennent, mais peut-être avant de les poser, on va regarder s'il y en a qui apparaissent. Peut-être la première qui me vient, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés, en fait, je t'ai rapidement parlé d'une personne que tu ne connais pas, mais je ne crois pas. Il s'agit de Corinne Sombrin, qui a un parcours à la fois avec beaucoup de similarités avec le tien, et puis il y a aussi beaucoup de différences. Alors Corinne Sombrin, c'est une personne qui comme toi, enfin même elle aussi, elle s'est retrouvée en Sibérie, et puis on lui a dit qu'elle était chamane. En Mongolie. En Mongolie, pardon, oui. Et toi, il y a des choses. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer les différences et les points communs dans ton parcours et celui de Corinne? Corinne et moi, le point commun, c'est qu'on a la même prof, Enke Touya. Donc Enke Touya est une dame qui a 65 ans et qui est de la tribu des Tsatanes. Alors, on dit plutôt Touba, d'ailleurs, que Tsatanes. Corinne, quand elle l'a connue, je pense que Enke Touya était encore nomade. Moi, je la connais depuis peu, parce que je la connais depuis 1 an, elle est plutôt sédentarisée. Elle a 2 camps, elle change, elle est toujours dans le nord au lac Frostmont. Corinne a rencontré Enke Touya dans le cadre d'un documentaire. Moi, je suis allée en Mongolie parce que j'ai vu un Mongol dans ma chambre me dire « on t'attend ». Et j'avais pas du tout l'envie d'être chamane, j'avais pas du tout l'envie d'aller en Mongolie. Et j'étais pas dans une quête de sens, mais j'étais plutôt dans une enquête NCIS. Moi, je voulais savoir pourquoi on venait chez moi sans me demander rien, pourquoi on venait me parler, c'était qui ce mec, est-ce qu'il existait vraiment. Et je l'ai vraiment trouvé.
J'ai eu d'ailleurs, avant Nketouya, un premier prof qui s'appelait Rance. Cette personne que tu as vue, c'était en rêve ou c'était en réalité? C'était une vision. Une vision. C'était une vision, donc après, non, c'était pas un rêve. Ça s'appelle Shin Bayar. Et la différence entre Corinne, après je connais pas Corinne, mais j'ai lu son livre, j'ai vu son film, je vois ce qu'elle fait, effectivement, et Corinne aujourd'hui elle parle plus de transcognitive que de chamanisme. La posture qu'on a qui est différente toutes les deux, c'est, je pense que je suis profondément croyante, c'est pour ça que je développe tout le contexte et tout le sujet de l'animisme. La transcognitive, pour moi, s'inscrit plus dans une lignée transhumaniste et encore homo deus, c'est-à-dire qu'on est que l'homme est, en tout cas, tout le monde est capable d'eux. Et en fait, ça désacralise. Il n'y a plus cet aspect au rapport au sacré, au divin. Et puis, ça spoil un petit peu les tribus, puisque effectivement, il y a une part où c'est encore cette position, comme les philosophes le temps des Lumières, cette position de plus sachant. Et je pense qu'à un moment donné, comme vous le disiez, il y a le mystère de la vie, il faut un peu lâcher, quoi. On n'est pas obligé de tout le temps tout prouver avec la science. Merci. Alors, les questions commencent à arriver. Alors, vous pouvez les poser en live si vous préférez. Il y a celle de Yannick Roudot qui demande… Salut Yannick. Qui demande comment concilier animisme et autres religions? C'est une bonne question. Alors, on dit que l'animisme est la première des religions, mais c'est aussi le fil invisible entre toutes les religions. Et en fait, c'est vrai, on va retrouver… faudrait faire de la religion comparée, mais on retrouve de l'animisme un peu partout. Vraiment un peu partout. Donc après, comment on peut… Il y a des exemples, en tout cas en Afrique. En Afrique, effectivement, et surtout, vous avez le Bénin et le Togo, qui est le berceau du bouddhisme. Les gens font du on-off entre l'église, ultra-chrétien, etc. Et je vais aller voir un guérisseur, un marabout ou un sorcier pour des choses un peu plus quotidiennes. Et ce on-off, ils le font tout le temps. Donc, ça leur pose pas de problème. Alors, une autre question d'Édouard. Que fais-tu pour vivre l'unité en conscience avec le tout? Que fais-tu pour vivre l'unité en conscience avec le tout? Alors, je ne le vis pas tout le temps. En tout cas, j'essaye quotidiennement. Mais la chose la plus probante, on va dire, c'est vraiment lorsque je suis en nature, seule et sans un bruit. Pas d'écouteurs, rien. Rien qui puisse me distraire. Et je m'assois sur un rocher, donc je vais généralement à Cossol. Et je me laisse en tout cas envahir. Alors, c'est un terme, se laisser envahir par quelque chose où on prend conscience qu'il y a une source, quelque chose de beaucoup plus grand, et il y a un espèce de vertige comme ça je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais un espèce de vertige, et de se dire qu'on est tout petit et rien, ça s'appelle le lumineux. Ça a été développé par Mircea Eliade, qui est un historien roumain, qui est mort maintenant, mais qui habite à New York, et qui a développé beaucoup de bouquins sur le chamanisme, mais aussi un bouquin qui s'appelle Le profane et le sacré. Le lumineux, vous allez le retrouver quand vous êtes en plein désert, et à un moment donné, vous montez sur une dune et vous êtes pris par ce vertige en disant « je suis rien, je suis tout petit et en même temps, je fais partie de ce tout ». Donc, pour moi, le meilleur moyen, c'est la nature, mais une nature sauvage. Pas le bois de Vincennes. Ça marche pas. Il y a Kim qui demande quelle est l'ambition partagée au travers de l'animisme, quelle place dans la jungle spirituelle du moment? C'est vrai. Il y a une vraie jungle spirituelle du moment, et cette jungle spirituelle s'appelle le New Age. Oui. Donc, la vraie ambition de l'animisme, c'est ce qu'appellent les moines appellent ça l'aggiornamento, qui s'appelle en tout cas l'update, c'est-à-dire que l'animisme a besoin d'une résurgence, de récupérer une place de choix dans les débats. D'ailleurs, on commence à discuter petit à petit dans un groupe composé d'imams, de rabbins et d'autres gens qui ont d'autres convictions.
Ça permet aussi de ranger sa chambre et d'arrêter de prendre le chamanisme et de le tordre dans tous les sens et de faire croire qu'on est tous des Harry Potter. Donc l'animisme, c'est beaucoup plus universel. On peut être tous animistes. C'est assez simple. Et d'ailleurs, je pense concrètement qu'on l'est tous sans le savoir, puisque c'est quelque chose qui est, c'est une philosophie, une manière de vivre, une religion, une croyance qui est là depuis vraiment la nuit des temps. Donc c'est vrai. Et puis le fait de faire revenir un peu le mot animisme sur le devant de la scène, c'est qu'il a beaucoup été porté par les anthropologues comme Philippe Descola. Il a bien défini, mais d'un point de vue, on va dire, anthropologique, en sciences sociales. Et il n'est pas si abordable que ça. Donc voilà, c'est de le rendre abordable, c'est de ranger aussi un peu sa chambre, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de spiritualité. Et si on n'est pas très éclairé, on peut vite se perdre. Alors, là, tu citais la question des religions, des autres religions. Il y a Yannick qui parle de religion anthropocentrée. Et donc, ça sous-entend derrière de se demander si ces religions-là sont capables de se réformer, de changer, ou est-ce qu'elles ne vont pas péricliter, quoi, non, avec ces nouvelles valeurs. Non, il n'y aura pas de religions qui vont péricliter. Il y a quelques religions, alors je ne suis pas une experte, hein, même si j'ai beaucoup d'échanges avec l'Institut des sciences, européen des sciences des religions, mais je pense au bouddhisme où on est vraiment centré sur soi et on est le divin. Il y a les sociétés, après c'est pas des religions, c'est des courants spirituels néoplatonistes ou théosophiques. Donc là vraiment on est, pour vous donner un ordre d'idée, les néoplatoniciens ils sont je crois 400 avant Jésus-Christ et vous allez avoir les théosophies qui sont, je crois, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Alors, secte et secte, courant philosophique, courant de pensée, entre mysticisme, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez anthropocentré. Et ils ne conçoivent pas que le divin peut venir d'ailleurs. Mais je pense pas. Il y en a pour tout le monde. C'est comme ça. Il y en a pour tout le monde. Et c'est... Voilà. Alors, je vais donner la parole à Virginie. Salut Virginie. Virginie, ouais. Virginie, elle a une question que j'aurais préféré qu'elle la pose elle-même. Non, elle n'a pas rebranché son micro. Virginie? Ah. Bon, tout à l'heure alors. Alors sinon, il y a Justine qui nous dit que la transe cognitive remet l'individu au centre et oublie le côté sacré. Mais si nous sommes le tout, alors nous sommes tous capables de devenir chamans, comme le dit la transe cognitive, non? L'animisme dit qu'on est connecté à un tout. Par contre, il y a des pratiques animistes. C'est ce que j'ai dit. Il y a des pratiques animistes comme le bouddhisme, le shinto. Les shinto, il y a des prêtres, il y a des chamans. Il y a les chamans, il y a les curanderos, il y a effectivement les hommes médecins en Amérique du Nord. Et ça, à chaque fois, c'est par lignée. Donc, on peut être tous chrétiens, mais pas tous moines. On peut être tous animistes, mais pas tous, en tout cas, chamans, curanderos ou maîtres vaudou ou hommes médecins. En tout cas, ce qui prévaut beaucoup dans beaucoup de on va dire, communautés, c'est que c'est par lignée où on est désigné. Il y a qu'en Europe où on se dit, ben non, on retord en tout cas les choses en disant, ben non, mais en fait, c'est pas ça, tout le monde peut. Ils n'ont pas compris. Souvent, cette position, voilà, c'est comme le bouddhisme où on dit la méditation, tout le monde peut. Bon, déjà, il y a des études qui commencent à tendre sur un peu l'inverse. La méditation et le bouddhisme sont bien cherchés. En fait, le vrai bouddhisme, c'est les Bonpo, qui sont au Népal. Il n'y a pas beaucoup de méditation chez les Bonpo. Alors, Virginie? Oui? Ah, voilà. Salut Virginie. Coucou, c'était super intéressant. J'ai adoré. Ah bah merci. Vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Oui, c'est dense. Virginie, il y avait des questions.
Ah oui, du coup, je les pose là en direct. Oui. Oui, tu peux. Ouais, du coup, moi, je me demandais comment est-ce qu'on peut agir au quotidien concrètement, tu vois, pour développer ce côté, justement, avec la nature. Et du coup, ça revient un peu sur ma deuxième question. Est-ce que tu as des conseils pour lâcher prise et essayer de se connecter un peu plus à la nature? Parce que c'est vrai que on a du mal à lâcher prise dans notre société, en fait. Alors moi, il y a un truc que je fais. Je me dis, si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde. Ouais. Mais une fois que je suis en pleine nature, donc sans écouteurs, sans musique, etc., je parle à la nature. Alors, c'est comme quand on parle à nos plantes ou à nos animaux, hein, c'est pareil. Mais je vais parler à un moment donné, je sais pas, à un arbre précis, parce qu'il m'aura interpellé, ou au ciel, la nuit, surtout, parce que j'adore les ciels étoilés. Ouais. Et je vais me prendre au jeu de lui parler comme si c'était une unité, une personne. Et souvent, ça me fait basculer dans le lumineux. Et mais vraiment, alors ça n'arrive pas spontanément, mais ça me l'a très très souvent fait. Ok, merci. Et ça, il faut pratiquer. Voilà. Je pense que le meilleur moyen d'expérimenter l'animisme, qui est un rapport vraiment au monde, c'est d'être immergé le plus souvent en nature. Ok, merci. À la fin. Merci, bisous. Alors moi, j'ai une question. En fait, la semaine dernière, on recevait ici Jean-François Noubel. Et Jean-François, il est vegan. Alors, est-ce que l'animisme se rapproche du véganisme ou quel est ton rapport aux animaux, au fait de manger des produits animaux, des animaux? Où ça en est là-dessus? Est-ce qu'il y a, C'est une bonne question. qu'il y a des règles ou des conseils ou... Comment tu fais toi déjà? Alors, il faut être... Alors, en tant que chaman, normalement, nous n'avons pas le droit de manger de la viande. Quand on en mange, elle doit être ultra cuite, il ne doit pas y avoir de sang. Moi, je mange très peu de viande parce que ça a tendance à me dégoûter depuis 10 ans. J'en mange parce que j'ai des problèmes de fer, etc. Donc, je vais en manger une fois par mois. Mais je pense que il n'y a pas de chose qui dit attention, ne plus manger d'animaux. Il faut être raisonnable dans sa consommation. Ce que j'ai dit dans le premier qui est protéger protéger le vivant, c'est consommer de manière juste. C'est ne pas manger tous les jours de la viande. Lorsque effectivement, on revient un peu en arrière, mais quand on chassait déjà, on se connectait à la nature, on se connectait à la bête qu'on allait chasser, et après on venait et on faisait un rituel pour son âme. Aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas faire avec les abattoirs, ce qu'on ne peut pas faire avec la viande sous vide, effectivement, je ne peux pas me mettre à faire un rituel là à la maison en disant pardon, monte au ciel, je suis désolée, je vais te manger. Ça c'est sûr. Donc voilà, il faudrait effectivement, alors ce que je fais assez régulièrement, c'est 4 fois par an. Par contre, alors je le fais à chaque changement de saison, je vais en pleine nature et je fais un petit rituel pour demander, en tout cas, pour dire merci, demander pardon, une espèce de conclusion au bout des 3 mois, voilà. Ça, donc, comment ça se passe, en tout cas, du côté de la Mongolie, il y a des libations, donc on jette du lait, et on jette du pain un peu rassis ou des offrandes en pleine nature, en se disant que c'est les animaux qui vont aller. Ok. Il y a Valérie qui voulait poser des questions aussi. Valérie, en direct? Pourquoi pas. Alors, moi, je me pose la question. Alors, je suis totalement convaincue et vraiment, j'ai beaucoup aimé toute cette présentation. Je me pose une question, c'est parce que ça pousse dans un peu des extrêmes. C'est comment on peut intégrer l'animisme dans notre société moderne, la vie professionnelle, parce qu'on ne peut pas... J'ai quand même aussi travailler, voire aussi travailler pour des entreprises. Est-ce que c'est possible? C'est dur, hein. C'est dur. Oui, mais c'est un sujet. Je pense que peut-être qu'il n'y a pas de réponse comme ça, mais c'est quand même un petit peu, c'est difficile, quoi. Alors, sur tout ce qui est juridique, effectivement, comme je dis, c'est un outil juridique, l'animisme. C'est un outil juridique parce que Valérie Cabane, qui est cette juriste internationale, qui essaie de pousser pour faire reconnaître qu'il y a un écocide, mais elle pousse aussi pour faire reconnaître les éléments comme étant des entités individuelles à part entière.
comme le Gange, comme le Tepua ou le Awa-Tepua, qui est un fleuve en Nouvelle-Zélande. Admettons que demain, en fait, eh ben, on milite aussi pour que la Seine soit une entité individuelle. Et en fait, au lieu de dire oui, je suis pas content, je fais un procès parce que la Seine est polluée, puis moi, mon poisson est pollué, on ferait en sorte qu'en fait, eh ben, on œuvre pour que les poissons aient une voie, et qu'on œuvre pour que la Seine ait une voie aussi, et qu'elle soit moins polluée, qu'il y ait moins de passages, etc. On pourrait le faire, alors c'est la Seine, mais on pourrait le faire pour Venise, par exemple. Pour dire qu'effectivement, toute l'eau de Venise est sacrée et il faudra arrêter de faire venir tous ces bateaux. Après, tu as un point de vue aussi qui est thérapeutique. Donc, tu vas avoir tout ce qui est phytothérapie. Donc, c'est les bains de forêt. Tu vas avoir tout ce qui est médecine traditionnelle et ancestrale. Donc, voilà, il y a quand même pas mal d'alternatives qu'on connaît déjà, qu'on peut réintroduire au quotidien dans notre monde un peu contemporain. La consommation, enfin, consommer juste, quand je dis protéger le vivant, c'est consommer juste. C'est des choses qu'on fait déjà, mais ça va être effectivement de ne pas. Là, on va sortir de Covid, on va tomber en plein dans les soldes. Il va y avoir des soldes monumentales avec des moins 70, moins 80% de ce qu'il va falloir écouler les stocks. C'est de se dire, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce qu'on sait que de toute façon, l'industrie de la mode est la première ou la deuxième la plus polluante au monde. Donc, a-t-on vraiment besoin de ce short qu'on a déjà en double ou en triple dans son placard? Voilà, des fois c'est du bon sens qu'on a déjà, mais qui est voilà déjà dans la niche. Je sais plus, il faudrait que je retrouve. Il y a un exemple aussi en Inde, ça recoupe avec la question précédente de Marc sur le véganisme. Et en Inde, il y a une communauté, les Rajputs, je crois, les Rajputs, je sais plus. Il faudrait que je vérifie, qui appliquent le principe animiste dans tout. Donc, ils mangent pas de viande, ils font attention à ce qu'ils font. Quand un petit bébé, un animal en tout cas, n'a plus sa mère et ne peut pas être nourri par la mère, et ben c'est la femme qui allait qui peut allaiter aussi voilà, le petit chevreau ou autre. Ils replantent des arbres quand ils doivent en couper. Enfin, voilà, on ne n'arrache pas, on prélève. Et si on prélève, on doit redonner à un moment donné. Il y a une espèce de cycle comme ça qui doit se faire. Merci Valérie. Je sais pas si Valérie. j'ai bien répondu. Merci. Oui. Merci. Donc. Alors, il y a Justine qui a beaucoup de questions. Non, j'en ai deux. Ah ben, deux. Bonjour Justine. Bonjour. Merci pour la présentation. Et puis pour votre réponse de tout à l'heure. Donc j'en ai quand même deux autres. Vous dites que on est appelé à être chaman et notamment vous aviez eu des visions. Mais est-ce que ça peut passer par les rêves? Est-ce que ça passe par les voyages chamaniques? Est-ce que ça passe par autre chose? Et est-ce que quand on fait ça, c'est pas l'ego qui s'interfère pour nous faire croire à cette voie-là? Non. Alors, il peut y avoir des rêves, effectivement, des rêves qui sont tellement précis et qui, quand on se réveille pendant des mois et des mois, c'est des rêves qui nous collent à la peau, des rêves qui sont d'une précision. Pour moi, c'est des rêves vraiment très, ça se rapproche des visions. Les visions, on n'est pas obligé de dormir. Les visions peuvent être en plein jour. Donc ça, c'est vraiment possible. Ensuite, pour la deuxième partie la question, c'était, donc, vous m'avez demandé, pour être chaman. Je répète ma question. Okay, je reprends. Ouais. Ma deuxième question, c'est est-ce que l'ego pourrait interférer dans les rêves? Je ne pense pas, puisque c'est l'inconscient qui parle, mais est-ce que tout de même, dans les visions, et notamment les voyages chamaniques, est-ce que l'ego n'interfère pas et nous porterait à nous faire croire à cette voie, alors que ce n'est pas du tout le cas? Ça dépend comment on est imprégné, et il faut avoir un certain alignement déjà avec soi-même. Il faut d'abord se connaître bien pour savoir effectivement d'où ça vient, cette petite voix. Pour ma part, quand j'ai eu la vision, moi je sortais d'un gros burn-out il y a quasiment 10 ans où j'étais paralysée du côté gauche. On pensait que j'avais fait une sclérose en plaques et après on pensait que je faisais un AVC. Et à la suite de ça, j'ai travaillé effectivement avec une psychiatre sans demander
effectivement de médicaments parce que j'étais anti-médoc. Et j'ai demandé à ne pas repartir dans des travers. Et j'entendais énormément de voix. Je suis partie la voir en lui demandant si j'étais schizo. Je lui ai dit c'est bon, je suis schizo, ça y est, c'est l'âge en plus, c'est foutu. Elle m'a dit non, pas du tout, essaye la méditation. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai mis une petite vidéo de méditation et je suis partie en vision. Enfin, je suis partie en méditation et mon corps s'est transformé en eau carrément. Et j'ai eu cette vision d'un jeune chaman. J'avais pas vu de reportage avant parce que j'ai pas de télé. Et j'avais pas lu de choses sur la Mongolie. J'étais pas imprégnée non plus du chamanisme. Nous, on a imprégné de la religiosité, des faits religieux, de la spiritualité, des ésotérismes depuis petite parce que ma mère est d'origine berbère. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on a dans la famille. Mais bon, c'est quelque chose que je connais depuis petite, donc c'était pas nouveau. Mais là, les voix étaient nouvelles, je dormais très peu, et puis il y a eu ce truc qui est arrivé comme ouais, mis au milieu de la figure. Et en fait, à ce moment-là, je suis intimement convaincue que ce n'est pas moi, ce n'est pas de mon fait, intimement. Et j'ai retrouvé le jeune homme que j'ai vu. Donc, je pense que quand on est intimement convaincu que c'est extérieur, que ce n'est pas une fabrication de l'ego, une fabrication de, je sais pas, de ce cerveau qui nous joue des tours, il faut commencer à partir en enquête NCIS. Il faut se dire, mais c'est quoi ce truc? J'ai été sur ce chemin, j'ai été vachement pragmatique. Je suis partie enquêter, mais j'ai pas tout avalé, pas tout gobé, j'ai analysé, à chaque fois j'ai eu ce truc, je me dis que j'allais rester chez moi, c'est les autres, parce que je suis en train de me faire des films, et à chaque fois j'ai testé. Et à un moment donné, je suis arrivée un jour sur une expérience où je me suis dit, non, voilà, je lâche, je peux plus expliquer, et ça me dépasse. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Oui, c'est bon. Là, vous avez bien répondu à la question. Effectivement, ça demande un certain discernement et une certaine inspection. Oui, exactement, c'est le mot que je cherchais. Ça demande un certain discernement. Et du coup, j'avais une dernière petite question. Et quelle différence faites-vous entre l'animisme et le shintoïsme? Et est-ce que vous avez des livres sur l'animisme, genre un à nous conseiller? Alors, l'animisme, le Shinto est une partie pour moi de l'animisme. Le Shinto, effectivement, c'est au Japon, il va y avoir des temples, dans les temples, on va aller faire des offrandes à des renards, on va faire des offrandes à des animaux. Donc, c'est de l'animisme. On va mettre, parce qu'on met une âme dans ces représentations et on met une âme aussi sur ces animaux. Il y a des chamans dans le sud, je crois, du Japon, et d'ailleurs qui sont plus en mode prêtre. Parce qu'ils restent toujours dans le même temple et il faut aller les voir. Si j'avais des livres sur l'animisme, alors il n'y a que Philippe Descola, mais c'est ultra dur, je trouve, à lire. C'est vraiment sur un point de vue anthropologue. C'est un peu compliqué, je trouve. Voilà, par contre, c'est assez éclairant parce que c'est quelqu'un qui a bien défini, en tout cas, la notion. Et non, il y a très peu de lectures sur l'animisme. J'en ai pas énormément trouvé. J'en ai beaucoup trouvé effectivement d'un point de vue académique, etc., sur le chamanisme, mais sur l'animisme, très peu. Il y a plus de lectures qui seront sous forme de contes du côté de l'Afrique. Il faudrait. Après, il y a comment il s'appelle? Un académicien aux États-Unis qui a écrit des thèses sur pourquoi plus l'animisme que le chamanisme, mais ça reste très académique. C'est pas encore grand public. Bon, d'accord. Voilà. Donc ouais, j'ai plein de lectures, j'ai une super bibliothèque, mais même moi, j'ai pas trouvé de quoi étancher ma soif. D'accord, parce qu'en plus, il veut faire la différence entre chamanisme et animisme. Et en fait, j'ai pas envie de faire une différence. Moi, c'est pas mon objectif. Enfin, je veux dire, je veux allier les deux. Je veux trouver du lien. Enfin, j'ai envie d'une unité. J'ai pas envie de faire de différence. Donc, ce livre-là va pas forcément me capter. En fait. Après, vous allez retrouver des passages assez intéressants dans le petit traité de l'histoire des religions de Frédéric Lenoir, qui va traiter de l'animisme au début.
chronologiquement, et qui va conclure sur l'animisme. Il a une très belle conclusion sur l'animisme. Ça va être pareil donc ça c'est Frédéric Lenoir, ça va être pareil chez Mircea Eliade, sur le profane et sacré, pareil, il a tout le livre est teinté d'animisme, mais il faut quand même s'accrocher un peu. Et dans un livre récent sur la parole des animaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois Le pouvoir des animaux ou La parole des animaux, il y a un philosophe qui s'appelle Dominique Lestel, qui développe justement c'est un philosophe, et qui développe tout un pan sur l'animisme en disant qu'en fait, il faut se réapproprier une communication entre l'homme et l'animal, parce qu'il travaille, lui, avec des ethnologues, je crois, ou des anthropologues qui observent les comportements des animaux, et il s'est aperçu que ces gens-là observaient, mais de manière en retrait. Ils ne sont pas dedans. Donc, il dit qu'effectivement, il faudrait remettre de l'animisme. Mais sur l'animisme pur, il n'y a pas. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos réponses. Est-ce que tu pourrais nous noter ensuite les livres que tu as cités à un moment donné, je sais pas, après Oui, je pourrais faire une petite bibliographie, puis j'irai retourner peut-être dans la bibliothèque, regarder, voir ce qu'il y a. Il y a des contes aussi Kabyle, berbère sur justement l'animisme. Il y a pas mal de choses. D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Il y a qui voudrait poser une question sur les alliances. Oui. Tout d'abord, vous m'entendez? Oui, Kim. Ouais. Bonjour Marc. Tout d'abord, bravo pour cette initiative et je suis vraiment devant mon écran en train de boire un peu tout ce qui se dit et c'est un super moment, donc bravo pour ça. La question, Céline, c'est concernant les alliances. Je dis les alliances doivent-elles être considérées comme des injonctions divines, comme les diverses religions, ou comme de simples recommandations? Je te pose cette question pour savoir si ces alliances sont des créations de ta propre personne ou des choses que tu as eues lors de rites ou de séances spirituelles, justement, ou de séances chamaniques. Alors, pas de prophétisation. Les alliances sont le fruit de, on va dire, 6 à 7 ans de parcours, en tout cas, entre Paris et la Mongolie, donc de pratique de mon chamanisme. Et en fait, dans la pratique du chamanisme, tu as 10% qui t'est appris vraiment par ton prof, c'est-à-dire comment tu places le lait, les choses, comment tu ritualises pour éviter d'offusquer les gens qui sont autour de toi, déjà, les communautés qui te regardent, et offusquer aussi les esprits. 90% de l'enseignement, c'est un enseignement que tu fais lorsque tu bascules et que tu vas dans le monde invisible. En revanche, je ne cherche jamais à essayer d'avoir des éléments de réponse, telle une prophétesse, ou voilà. Quand je suis rentrée en France, j'ai voulu voir comment je pouvais inscrire ça. Et j'ai eu comme premier réflexe, en tout cas, d'avoir une recherche plutôt en sciences sociales et en sciences des religions. Donc, c'est aussi le fruit de 1 an d'échanges quotidiens avec les moines de l'île de Lérins, qui sont des moines cisterciens, donc, avec des moines du village des Pruniers, qui sont des moines bouddhistes zen. C'est des échanges aussi assez fréquents, donc quotidiens pour les cisterciens, très fréquents avec les zen, les bouddhistes. C'est aussi beaucoup de lectures, effectivement, pour essayer de raccrocher l'expérience et de mettre des mots dessus. Je ne voulais pas, en tout cas, construire les alliances sur mon expérience et quête personnelle. C'est une observation, si tu veux, un peu globale et générale de mes expériences, on va dire, en tant que chaman, des expériences des autres chamans avec qui j'ai beaucoup de discussions, qui sont en Mongolie pour la plupart, ou qui peuvent être aussi un peu partout, donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pas trop en Europe. Et c'est beaucoup de discussions aussi un peu plus académiciennes. Donc c'est un mélange pour essayer de rendre abordables les choses de manière concrète et d'aborder des réponses, si tu veux, de manière immédiate, quotidienne, et que ça je veux pas non plus que ça rentre chausse-pied dans le contemporain, parce que si je fais ça, je dénature le propos.
Par contre, effectivement, je donne des exemples pour que ça soit facile au quotidien. Mais non, il n'y a pas de révélation. Merci beaucoup. C'est un mélange. Ouais, ça me va bien par rapport à la notion de libre arbitre. Donc, merci beaucoup, Céline. De rien. Alors, et du coup, Marc, j'ai une petite question en fait de précision qui pourra éclairer les gens. La différence ou les nuances entre, tu as déjà abordé la question du rêve et de la vision, et en fait, et quand tu rentres en transe, quelle est la différence entre vision, transe, rêve, quoi? Quelle nuance tu peux apporter entre ces trois sphères? Une bonne question. La vision, tu ne rêves pas. Tu ne dors pas. Tu es éveillé. La vision, elle peut arriver maintenant. Je peux te parler et je peux être interférée par un élément qui va vraiment se mettre devant mes yeux et je vais avoir une vision, une photo instantanée assez courte. Ça m'est arrivé ça m'arrive depuis l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que je peux parler à quelqu'un et c'est comme si, à un moment donné, j'avais un blanc parce que comme on est en train de me parler d'un autre point de vue, d'un monde invisible, j'ai deux interlocuteurs qui ne sont pas sur les mêmes plans, visible et invisible, donc c'est obligé à un moment donné un blanc parce que je ne peux pas faire les deux. Le rêve, ça va être un rêve, tu vas dormir, mais ce qui va différencier d'un rêve à un autre rêve, c'est que le premier rêve, il va être on va dire un scénario où ça va être un peu n'importe quoi, genre t'es sorti tout nu dans la rue, t'avais les cheveux orange, après tu les as coupés, et puis il y a toujours des trucs un peu loufoques. Par contre, là où ça va être un rêve à prémonition, avec des visions, avec des messages, déjà quand t'as les morts qui viennent te voir, ça c'est assez important. Il faut faire attention à ce que le message qu'ils délivrent, il y a toujours quelque chose, voilà. Il y a aussi des rêves qui sont d'une telle intensité et tellement vrais parce que tu aurais pu vivre. Il faut aussi là, je pense, faut ouvrir les écoutilles. Et la transe, on balaye, rien à voir. La transe, j'ai pas le temps d'enfiler le costume. Tu pars en fait, tu traverses la porte. Traverse un autre monde. Tu es là sans être là. Et c'est tant mentalement que physiquement. Mon corps ne suit plus. Il ne m'appartient plus. La transe est un cas de possession maîtrisée. Il faut quand même, voilà. La transe, c'est comme si toute cette pièce, en fait, c'est comme si, imagine, toute cette pièce est remplie par ma conscience. Et au moment de la transe, ma conscience va aller se nicher dans vous ne le voyez pas, mais il y a un petit coffre avec une petite serrure. Et je vais laisser la pièce libre à mes esprits qui vont me guider et les esprits avec lesquels je travaille depuis longtemps. Je garde ce petit trou de serrure parce que je veux quand même regarder et écouter ce qu'il dit puisqu'on a des choses à me dire et moi je dois le rapporter aussi après. Et puis parce que l'espace, je leur prête mais ça leur appartient pas. Donc, moi j'ai besoin aussi de pouvoir réinvestir les lieux quand j'en ai envie. C'est un cas de possession maîtrisée. Quelle est la différence? Et après, ce que tu vas voir, etc., c'est différent. Il y a tout ton corps qui est engagé. Et quand tu sors d'une transe, t'es passé à l'essorage en 3000 temps. Voilà. Alors, il y a Loïc qui a des questions. Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Je ne sais pas si le micro passe là. Il passe très bien. Ah, super. Oui, je m'interrogeais en fait sur le fait que le rapport au monde sensible, enfin au vivant en fait, qui est finalement pas si mystique que ça. Je constate souvent dans mon entourage ou avec des gens comme toi que souvent c'est des accidents de la vie, comme ton burn-out par exemple, ou des maladies, des choses comme ça, qui emmènent les gens à faire un pas de côté et à se poser la question de leur rapport au monde, au vivant et le sens que ça a, tout ça. Et je sais pas si c'est une question, enfin je voulais savoir ton ressenti par rapport à ça. Et au finalement des choses comme ce qui se passe en ce moment, le Covid qui traumatise tout le monde, si ça peut pas être l'occasion justement d'amener les gens
à se poser cette question-là. C'est une bonne du rapport au réflexion sens parce et au que monde. c'est une bonne réflexion, je trouve, et on va dans le même sens, toi et moi, parce que effectivement, quand il m'est arrivé cet épisode de burn-out, j'étais assez jeune, j'avais 32. Et puis tous les ans à la même époque, il m'était arrivé un truc. L'année d'avant, j'étais tombée dans les escaliers, je m'étais fracturé l'avant-dernière vertèbre. Bon bref, j'étais tombée malade. Et puis après le burn-out, j'ai eu cette vision et j'y suis pas allée. J'ai pas été chercher qui était ce jeune homme et je suis encore tombée malade. Et j'avais en fait cette image, à ce moment-là, je me rappelle, on était en 2012, j'avais cette image où je me disais, mais attends, il y a un truc en fait. Je pense que je suis en train de marcher et je me cogne, je fais à chaque fois 3 pas et je me cogne contre un mur. Et je suis persuadée que c'est la bonne direction, alors qu'en fait, il faut juste que je fasse un 180 et c'est par là qu'il faut aller parce que c'est là où est vraiment mon véritable chemin. Et je pense que les gens, à un moment donné, qu'il leur arrive des accidents de parcours et qui sont vraiment pas sur le bon chemin. Et il faut faire ce 180 et se retourner parce que en fait, on a une porte où une impasse, quoi. Et alors après, le lien avec la spiritualité, ça, je pourrais pas dire pourquoi. Ça m'échappe. En tout cas, je sais que les quêtes spirituelles aident beaucoup de gens. Tous ceux que j'ai rencontrés, qui sont des retraitants à l'île de Lérins ou au village des Pruniers ou sur mon parcours en tant que chaman, ces gens qui sont partis sur des quêtes spirituelles sont beaucoup plus apaisés, ont enfin compris effectivement leur place par rapport à l'univers, parce que c'est vrai que l'homme a cette inquiétude par rapport à sa finitude, donc au fait de mourir, et le fait de comprendre comme ça sur le chemin de la spiritualité pourquoi on fait partie de ce tout, et du coup ça remet effectivement du sens sur le pourquoi sur Terre, ça apaise beaucoup. Et je pense que tu as raison, en ce temps de Covid où il y a beaucoup de gens qui sont stressés, inquiets, il va y avoir après Covid, alors peut-être une explosion du New Age, une explosion de la spiritualité, je pense qu'il va y avoir beaucoup. Et j'espère que les gens prendront conscience qu'on est tous liés. Absolument. Voilà. Alors, il y a Justine qui, dans la lignée de la question que je posais, elle demande si les visions arrivent donc quand on est en mode onde bêta, et est-ce que le voyage chamanique est donc plus un rêve ou une transe? Alors, je ne sais pas ce que c'est les ondes bêta. Moi, je reste assez traditionnelle. J'ai cette réponse parce que je reste assez traditionnelle. Je n'ai pas voulu aller chercher d'autres réponses dans d'autres courants. Je voulais comprendre, effectivement, on m'a donné un certain enseignement depuis le début, depuis 7 ans, que ce soit avec Rangsook, qui est mon premier prof de la tribu des Dalrat, ou Enketuya, ma deuxième prof de la tribu des Tuva. On me répète à chaque fois et inlassablement la même chose, c'est de garder les traditions telles qu'elles sont. Donc, je ne rajoute rien. Je sais que voilà, les ondes bêta, etc., ça doit être autre chose, mais c'est pas les. C'est plus une question pour Corinne Comment aller chercher ça, hein? C'est plus une question pour Corinne Sombrin. C'est plus une question pour Corinne. Et pour les voyages chamaniques, est-ce qu'on parle de transe, du coup? Oui, pardon, j'ai pas compris. Est-ce que derrière le mot voyage chamanique, on met le mot transe? Oui. Et donc la question était? Eh ben, est-ce que c'est plus un rêve ou une transe, le voyage chamanique? Le voyage chamanique, est-ce que c'est plus un rêve ou une transe? Ou qu'est-ce que c'est? Le voyage chamanique, pour moi, c'est la transe. D'accord. C'est quand tu es chaman, tu voyages à travers le monde invisible. Donc, quand tu voyages à travers le monde invisible, après, tu peux le faire de différentes manières. Soit tu le fais en cérémonie et tu rentres en transe, soit il m'est arrivé, moi, de faire des cérémonies pendant mes rêves. Ça m'arrive assez régulièrement. Des fois, ma mère, quand je dors à la campagne chez elle, elle se lève en pleine nuit et elle me dit « Mais pourquoi tu joues du tambour ?» Alors moi, je dors et elle entend le tambour. On est dans cette famille, on est chaman de lignée du côté de ma mère.
Donc, il y a ma mère, ma soeur, et tous les frères et sœurs de ma mère aussi. Et les rêves sont aussi des voyages chamaniques, mais non des trans. Je sais pas si c'est bien défini, les choses. Tel que je les vivais, moi, en tout cas. Voilà, et non, je remercie juste tous ceux qui sont venus regarder ce Zoom. Je remercie tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont posé des questions, qui se sont intéressés au thème. C'est pas un thème facile à aborder, puisque le mot très peu connu, faut le définir. On avait un peu de temps. Normalement, la conférence a beaucoup d'exemples sur lesquels je m'appuie, des exemples qui sont personnels et des exemples un peu plus concrets ou théoriques. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont restés et tous ceux qui ont aussi regardé au début. Et merci à toi, Marc, d'avoir organisé cette soirée. Et merci à Florence qui… merci à Florence qui a passé les slides. Voilà. Et puis, on vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle soirée en émergence. Je ne sais pas quand et je sais un peu avec qui, mais on va voir la date. Et sinon, donc l'émission est la soirée est enregistrée. Elle sera diffusée sur YouTube en différé. Donc vous pourrez la revoir pour ceux qui sont partis en route ou qui ont joint en cours de route. Et puis à très bientôt. Et merci encore. Très intéressant. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao.